Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la facturation électronique avec Divalto. L'idée, c'est de faire un point sur la prise en charge de la réforme par Divalto. On va dire que c'est une continuité du webinaire qui a eu lieu en décembre avec Christophe et moi-même. D'ailleurs, juste pour nous représenter, Christophe, si tu peux dire un petit mot sur ton poste qui tu es chez Divalto. Oui, donc je suis Head of Product. Donc j'ai en charge trois équipes. Une équipe de Product Manager qui, eux, détectent les besoins, les formalisent. Une équipe d'UX Designer qui travaille sur la partie simplification, convivialité, fluidité de l'ERP CRM. Et enfin, avec des équipes de développeurs, de développement pour développer les attentes du marché. Voilà, rapidement. Christian, et toi, tu te présentes? Donc moi-même, Christian Dino, j'ai un acronyme anglais d'ICPO qui est un peu compliqué, mais on va dire que directeur produit en charge de l'innovation chez Divalto et également de toute la partie information sur nos produits et donc du coup des partenariats que l'on peut avoir avec différentes sociétés qui étendent les fonctionnalités de l'ERP et de notre CRM. Donc aujourd'hui, le sujet est très large. On va faire un premier point sur la réforme et le calendrier. Donc, il y aura une introduction. Ça sera peut-être de la redite pour certains d'entre vous. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi les précédents webinaires que l'on a fait sur le sujet de la réforme de la facturation électronique, peut-être que vous apprendrez des choses. Également, on reparlera du calendrier et de la position des solutions qu'on appelle les PDP dans cette réforme. Ensuite, rapidement, je vous parlerai des bénéfices à tirer de la réforme, puisqu'il y en a quand même quelques-uns. De la réponse de Divalto, de notre feuille de route, de la roadmap, ça Christophe nous en parlera. Il fera également ensuite une démonstration de ce qui est dès à présent disponible dans les dernières versions de l'ERP. On vous donnera quelques conseils utiles pour préparer cette réforme. Et puis, tout au long de la présentation, vous pouvez utiliser donc l'outil de la Xtorm qui s'appelle Questions, qui est présent dans votre menu en bas et qui va vous permettre de poser des questions. Et à plusieurs moments en fait de cette présentation, on y répondra ou on vous répondra individuellement directement dans l'outil. Juste comme ça nous a déjà été plusieurs fois demandé, vous avez capacité également de basculer en plein écran, hein, normalement dans l'outil, en réglant le bouton d'affichage qui est en bas ou en passant votre navigateur en plein écran si c'est un peu compliqué pour vous de voir ce qu'on vous diffuse. Également, deuxième chose, l'ensemble du webinaire est enregistré. On vous mettra à disposition le replay et le support pour que vous puissiez partager avec d'autres collaborateurs au sein de vos entités et pouvoir transmettre l'information. Alors, sans plus attendre, premier volet, donc le point sur la réforme et le calendrier. Première chose, je voulais vous rappeler les objectifs fondamentaux de cette réforme. En un, ça vous l'aurez compris, c'est un outil de lutte contre la fraude, donc prévenir la fraude à la TVA, également proposer une concurrence plus loyale entre les entreprises, notamment du fait qu'ils respectent en fait tout ce qui est déclaration paiement lié à la TVA, donc du coup il y a une meilleure concurrence, une sécurisation aussi des recettes de l'État. Là on parle en milliards les fraudes. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important pour l'État. Il y a également un autre enjeu qui est la compétitivité des entreprises en France, mais également vis-à-vis de l'international, puisque comme tout projet de numérisation, de digitalisation, il s'agit de réaliser un certain nombre d'économies dans l'émission, la réception, l'envoi et le traitement, grosso modo, des factures, mais aussi de simplifier à terme la déclaration liée autour de la TVA avec des formulaires pré-remplis. Vous n'aurez plus qu'à valider. Et enfin, il y a un troisième objectif qui, dans ce monde de la data, de la big data, va être extrêmement important pour l'État également. C'est de collecter des données en temps réel sur l'activité des entreprises, puisque comme on parle ici de factures clients, factures fournisseurs, et bientôt des détails de chacune des lignes, notamment au niveau des services, l'État va être capable de savoir quelles entreprises travaillent avec quelles autres,
règle générale, on va dire, puisqu'il y a un certain nombre d'anonymisations qui seront faites également. Également, c'est les délais de paiement, etc., etc. Et donc, du coup, ça va les aider dans le pilotage des politiques économiques. Donc voilà, les 3 grands objectifs. Je ne veux pas m'apesantir là-dessus, c'est pas notre sujet chez nous en tant qu'éditeur, mais c'est pour vous rappeler quand même qu'il y a plusieurs enjeux qui sont derrière, qui font que quelque part cette réforme est extrêmement importante pour l'État. Ensuite, j'ai eu déjà une première question qui était est-ce que les associations sont concernées par l'obligation? Justement, ce slide va répondre à votre question. Alors peut-être que vous allez quitter du coup le webinaire si vous êtes une association, mais en tout cas, sont concernées toutes les entreprises assujetties à la TVA. Donc, pour en savoir plus et notamment savoir quelques cas d'exception liés à cette réforme, vous pouvez aller lire la littérature, notamment sur le site de la DGFiP, c'est extrêmement bien fait. Je vous ai mis aussi un petit rappel de ce qu'on appelle les tailles d'entreprise, entre la micro-entreprise et la grande entreprise, à quel endroit se situe la bascule pour que vous puissiez quelque part vous repositionner entre la micro-entreprise, la PME et l'ETI et la grande entreprise. Vous verrez tout à l'heure dans le planning, ça a son importance. Je continue. Il y a plusieurs volets dans l'obligation de cette réforme. Donc ça aussi, c'est un élément extra important puisque souvent on résume en fait cette réforme à la facture électronique, alors domestique, c'est-à-dire en France. C'est pas que ça, puisque vous voyez qu'il y a 3 cases grises qui sont de e-reporting, donc au moins 3 éléments qui ne sont pas la facture électronique en elle-même. Je vous réexpliquerai un petit peu derrière ce qu'on entend par une facture électronique. Mais vous voyez qu'en fait, le sujet est extrêmement large. Et de deux, la partie, tout ce qui est facture vers des sociétés publiques, et notamment au travers du portail Chorus Pro, reste en place. Donc ce système-là, faut le voir quelque part sur une extension finalement de la réforme électronique qui avait déjà été initiée dans le B2G anciennement avec Chorus Pro. Donc, quelque part, c'est une continuité de choses qui ont déjà été mises en place. Oui, question micro-entreprise, TPE, etc. En fait, tout ça, c'est dans le même volet, c'est les petites entreprises en dessous de 10 collaborateurs. Je réponds comme ça en live sur quelques questions. Je continue. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en fin d'année dernière, qu'on a expliqué avec Christophe lorsqu'on a fait ce webinaire en décembre. Il y a eu un communiqué de presse qui indiquait, par la DGFiP, qu'ils arrêtaient en fait le développement du portail public de facturation. Donc, dans son petit nom, ça s'appelle le PPF. Et donc, en octobre 2024, ils informaient à la fois nous, les éditeurs, mais aussi les PDP, les OD, etc., tous les organes qui gravitent autour de cette réforme, que la PPF allait disparaître. Qu'est-ce qu'était la PPF? La PPF était un portail porté par l'État qui permettait à toute entreprise d'aller gérer manuellement ses envois de factures et récupérer ses factures. Donc, autrement dit, c'est un portail fourni par l'État dans lequel vous pouviez vous-même glisser-déposer vos propres factures à la main pour les transmettre et répondre à cette réforme de la facturation électronique, puis également gérer toutes les déclarations qu'on a vues tout à l'heure, les déclarations. Alors, cet outil disparaissant, il y a obligation maintenant de passer par une PDP pour répondre à la réforme. Donc, le rôle des PDP, lui, par contre, n'a pas changé. Ce sont des sociétés qui sont immatriculées par l'administration fiscale. D'ailleurs, ils ont fait une pré-immatriculation de pas loin de 80 PDP, presque 90 maintenant, qui sont positionnés pour répondre à ces appels d'offres à fournir ces services-là aux entreprises. Et puis, pour faire dans les grandes lignes, quel est le rôle de la PDP? C'est eux qui vont assurer finalement l'émission, la transmission, la réception des factures entre le client et le fournisseur. Mais ils vont également gérer tout ce qu'on appelle le cycle de vie des factures, savoir si elle a été bien reçue, si elle a été acceptée, est-ce qu'elle a été payée partiellement, etc. Donc,
tous ces cycles de vie disponibles autour de la facture. Ils vont extraire un certain nombre de données et les transmettre à l'administration fiscale. Et également, ils vont transmettre toutes les données que je vous avais mis dans les cellules grises qui étaient autour de l'e-reporting. Bien sûr, ils vont devoir se conformer à un certain nombre de règles, notamment en termes de sécurité d'échange et de conformité à la réglementation et un certain nombre de normes. Donc, je vous ai schématisé ça, en tout cas pour la partie facture électronique, avec un schéma avant-après. Là, je vois une petite question, ben, ça va sans doute répondre à votre question. Avant la réforme, entre le fournisseur et le client, eh ben, il y avait une tacite, enfin une discussion sur comment on transmet la facture. Des fois, c'était imposé par le fournisseur, des fois, ça pouvait être imposé par le client, et puis donc, on mettait en place un canal entre les deux acteurs. La plupart du temps, ce canal, c'est la facture papier. Donc, c'est un courrier qui envoie en fait la facture au format papier, donc imprimé, et elle est transmise du fournisseur au client. De plus en plus, on a vu de la facture se transmettre au format électronique. Donc, on ne parle pas encore de facturation électronique, mais c'est une facture, notamment au format PDF, qui était envoyée par mail, email, facture qui pouvait être signée ou non, qui pouvait être d'ailleurs horodatée et enregistrée, on va dire, sur des plateformes de conservation légale ou pas, mais en tout cas qui transitaient via des mails directement aux clients ou via un portail dédié pour que le client puisse télécharger ses factures. Et puis l'autre biais qu'on retrouve beaucoup aussi dans les grandes sociétés, c'est l'EDI, notamment tous ceux qui travaillent avec le retail, sans doute ont été forcés à utiliser ces canaux-là. Donc ça, c'est de la transmission directe dématérialisée entre le fournisseur et le client. Donc, quelque part, avant la réforme, c'était un choix entre le fournisseur et le client d'utiliser l'un ou l'autre de ces canaux, ou d'utiliser plusieurs de ces canaux-là, en fonction des cas. Et la réforme va imposer, en tout cas pour tout ce qui se passe en France, un nouveau système. Donc, je vous décris un peu ce schéma. On a toujours donc en haut le fournisseur, en bas le client. Vous voyez qu'en fait, le canal qui est en dessous va passer par deux PDP. Une PDP fournisseur, donc la PDP qui est choisie par le fournisseur, et une PDP qui est choisie par le client. Et donc, en fait, quand le fournisseur va vouloir émettre une facture à son client, il va émettre la facture, la transmettre à la PDP fournisseur qui, elle, va aller consulter ce que vous voyez sur la partie droite, un annuaire d'entreprise pour savoir quelle est la PDP du client et transmettre la facture à la PDP du client. Le client lui-même qui va être averti par sa PDP, il pourra récupérer sa facture. C'est vraiment ça le schéma sur la partie bleue que vous voyez. Alors en plus de ça, la PDP va passer par un système qu'on appelle le concentrateur de données et donc va extraire certaines des données de la facture pour les remettre à la DGFiP, l'administration fiscale, pour les sujets de dématérialisation autour des informations qui sont récupérées dans le cadre de cette réforme. Et donc, si je vous parle maintenant du format, il n'y a plus ce format papier disponible, ni même la facture qui était avant ou le DI. Maintenant, il faut passer par un système de facture électronique. Il y a trois formats qui sont autorisés dans le cadre de la réforme en France. C'est deux formats qui sont UBL et C2I, qui sont des formats de fichiers XML, et un format qui s'appelle FactureX, qui lui est à la fois XML et également PDF, donc il est directement lisible. Ces trois formats-là sont obligatoires, et les PDP sont dans l'obligation de savoir parler de ces formats-là, enfin de savoir parler dans ces langages-là, d'être capable de les réceptionner, de les transformer si l'autre PDP, il faut la transformer dans un autre format. Et également, si vous vous attendez à recevoir plutôt vos factures en UBL ou en FactureX, être capable de vous fournir dans le format que vous vous attendez. Donc ça, c'est le schéma global. Vous voyez que j'ai rajouté contrôle d'adresse Sirène XX et Sirène XX en dessous au niveau du client. C'est cet annuaire dans lequel vous allez devoir vous déclarer et déclarer quelle est la PDP que vous utilisez pour recevoir, ou les PDP que vous allez utiliser pour recevoir vos factures au sein de vos entreprises. Eh ben,
quelque part, elles vont être basées sur les sirènes SIRET, et donc il va y avoir un contrôle dans cet annuaire qui est centralisé. Je vous ai mis des macarons en noir sur les PDP, donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est immatriculé au niveau de l'État, et je vous ai mis les OD en pointillé avant le PDP et en sortie du PDP client. Qu'est-ce que l'OD? L'OD, c'est un opérateur qui va permettre de faire des transformations ou aider, fluidifier en fait la communication avec les PDP. Donc c'est quelque chose qui n'est pas immatriculé par l'État, ce sont des outils qui vont permettre de faciliter le dialogue avec les PDP. Et par exemple, Divalto, on peut considérer que l'éditeur Divalto est une forme d'OD, puisqu'on va vous simplifier la communication avec les PDP, notamment en prenant en charge un certain nombre d'éléments obligatoires de la réforme, notamment on a fait le choix, on vous en reparlera, de FactureX, donc de parler nativement FactureX. Voilà. La question, est-ce que la facturation en EDI ne sera plus possible après? Si, elle pourra continuer à être utilisée, mais elle sera plus utile quelque part, puisque normalement, ces entreprises-là, par la facturation, la nouvelle facturation électronique, recevront en fait les données. Alors, je vous parle de l'EDI facture, attention, parce que tout ce qui est EDI autour de la commande, ça, c'est pour l'instant pas dans le cadre de la réforme. Autre question que je lis en même temps, est-ce qu'un fournisseur peut avoir plusieurs PDP? Oui, tout à fait. Un client ou un fournisseur pourra avoir plusieurs PDP. On en reparlera plus tard. Et qui gère l'annuaire des entreprises? Ce sont les PDP qui vont communiquer les informations à l'annuaire, et l'annuaire, lui, il est géré par l'administration fiscale, donc par l'État. Cet annuaire, il est centralisé et il n'en existe qu'un seul. Je continue. Au niveau des échéances et des dates, il nous semblait important de vous les rappeler, surtout qu'il y a eu des rumeurs, là, il y a 2 semaines, qu'il y aurait de nouveau un décalage. Donc, en fait, il y a eu un premier décalage des échéances des obligations. Au 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être capables de recevoir de la facturation électronique. Donc, je veux dire que à ce niveau-là, ça veut dire, en d'autres termes, que vous devrez, vous, choisir une PDP pour dire que cette PDP, vous la désignez comme réceptrice de vos factures, quelque part. Et en émission et e-reporting, ça sera d'abord les ETI et les grandes entreprises. C'est pour ça que je vous avais parlé tout à l'heure des tailles d'entreprise. Donc, eux, dès le 1er septembre l'année prochaine, les ETI et les grandes entreprises devront émettre leurs factures via une PDP et également faire l'e-reporting via ces PDP. Et au 1er septembre 2027, c'est-à-dire l'année suivante, il y aura émission et e-reporting pour tous, donc y compris les TPE et les PME, donc ce que j'avais appelé aussi les micro-entreprises. Voilà. Je répondrai aux autres questions juste un peu après, je vais avancer dans ma présentation. On voulait aussi vous faire partager le détail, un peu plus détaillé, ce qui se passe avant en fait ce 1er septembre 2026. Là, c'est les grandes étapes techniques de la roadmap de l'État, quelque part. Donc, nous, on est, vous voyez, il y a du mars 2025 au tout début de la partie pilote annuaire au PDP. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'annuaire des entreprises. Donc, les PDP et l'État sont en train de travailler sur les sujets de l'annuaire. Également, ils vont travailler avec les PDP sur tout un tas de tests de validation et notamment valider l'immatriculation définitive de ces PDP, donc la communication quelque part des PDP avec l'annuaire et avec le concentrateur de données. Et puis là, peut-être Christophe, tu peux nous parler de la case violette qui va nous concerner puisque on va parler d'un pilote par la suite avec des vraies entreprises et des vrais éditeurs. Oui. Donc, on participe Divalto donc en tant qu'ERP, donc solution ERP. Donc, comme tu l'avais précisé tout à l'heure, on est considéré comme un opérateur de dématérialisation et on reparlera des fonctionnalités que l'on propose, mais également Divalto en tant que société participe à cette phase pilote et un certain nombre de clients. Comme ça, pour effectivement avoir un test en grandeur nature avec une relation client-fournisseur pour pouvoir tester
l'ensemble des échanges qu'on a pu voir tout à l'heure, que ce soit l'émission, que ce soit la réception, mais que ce soit également la partie e-reporting. Donc, on a monté avec une PDP qu'on peut nommer, qui est la PDP avec une immatriculation sous réserve, comme toutes les autres, qui est Dukun. On a dû monter le dossier, être accepté pour pouvoir participer à cette phase pilote qui, normalement, débutera en février 2026. Et donc, ça nous amène à l'étape suivante, qui est la généralisation, donc le fameux 1er septembre 2026, où là, effectivement, les grands comptes et les ETI seront dans l'obligation d'émettre des factures électroniques et également obligés d'émettre tout ce qui est e-reporting, donc toute la partie déclaratif qui se fait en dehors des relations B2B que l'on peut avoir, qui donc sera mise en place en production à partir du 1er septembre 2026. Voilà pour les grandes dates et notre participation active à cette phase pilote. Je continue juste aussi pour vous dire que la réforme, c'est pas uniquement un truc franco-français quelque part. C'est quelque chose qui se veut au niveau de l'Europe, puisque il y a eu donc une réglementation qui doit se mettre en œuvre d'ici 2030 pour l'ensemble des pays de l'Europe. Et c'est ce que vous avez peut-être entendu parler de la directive VIDA et notamment du projet PayPal qui sera une espèce de méga annuaire et méga plateforme de facturation au niveau de l'Europe. Également dans le monde, je vous ai mis aussi ce schéma-là. Alors, il mériterait peut-être d'être réactualisé, mais juste pour vous présenter que la France, mais également l'Europe, ne sont pas forcément les entreprises qui sont les plus en avance sur cette partie facturation électronique. Vous voyez que tout à gauche, notamment le Mexique, la Tunisie, ils ont mis en place déjà ces éléments-là. Si on revient un peu plus proche de chez nous, au début de cette année 2025, c'est l'Allemagne qui a mis en place l'obligation de la réception des factures électroniques pour toutes les entreprises. Et puis, ils généraliseront également sur l'émission par étapes dans les années qui arrivent. Et puis, il y a un lot aussi qui arrive avec notamment la Belgique, qui, eux, je crois, ont fait le choix de passer par PayPal directement en termes de portail. Je continue. Les bénéfices à tirer de cette réforme, là, je fais assez rapide. Il y en a grosso modo 3. Un premier qui est en réponse à ce qu'on a entendu, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure au niveau de l'État, c'est des économies. Donc, réduire les frais d'impression, les frais postaux, diminuer le coût de traitement et de relance des factures, puisque quelque part, comme on aura une espèce de système centralisé dans lequel on verra le cycle de vie des factures, il sera très facile pour vous de voir qu'une facture a bien été réceptionnée par votre client et également même d'être prévenu avant même d'avoir les sous sur vos comptes, d'être prévenu du paiement du client quand lui il aura mis à jour sa facture en indiquant qu'elle était réglée. Plus de sérénité également, donc plus de fluidité, plus de traçabilité et l'idée c'est d'améliorer globalement les délais de paiement. Également, comme dans tout projet de digitalisation, c'est aussi quelque part la capacité de revoir tous vos processus de traitement des factures pour gagner du temps, pour revoir en fait chacune des étapes, centraliser aussi peut-être ça au niveau de vos différentes entreprises. Également avoir un gain environnemental avec ces transports en main. Je continue toujours et on va zoomer dans la réponse de Divalto et notre feuille de route. J'ai vu pas mal de questions, savoir je suis dans telle version, etc. Est-ce que ça va être pris en compte ou pas? D'ailleurs, je vais en profiter. Alors attendez, juste dans le slide, pour vous faire quelques sondages. Je vais faire un premier sondage puisque je vais vous parler de avant les factures fournisseurs. Donc je vais démarrer un sondage, hop, que je publie ici, que vous devriez voir sur votre écran s'afficher.
La question est, est-ce que vous utilisez déjà une solution de dématérialisation de factures, que celle soit entrante ou sortante? Donc, je ne parle pas ici encore de PDP, mais d'émettre des factures au format PDF signé et transmis pour le coup. Je vois les votes sont en train de se faire. Il y a déjà une centaine de votes. Pour l'instant, le chiffre le plus marquant, c'est que pour près de 50%, vous n'avez pas de système de facturation au niveau facture fournisseur et facture client. Et pour ceux qui en ont, c'est plutôt pour de la facture sortante, donc à 36%, 37%, qui ont uniquement la facture sortante, et 23% qui ont les deux. Je continue mes slides. Donc, du coup, ce schéma-là, pour vous expliquer qu'on ne part pas de zéro au sein de la solution d'Ivalto, puisque le flux que vous avez à l'écran est déjà disponible. Donc, en bleu, par exemple, une plateforme de dématérialisation de factures fournisseurs. Vous savez, ces outils qui permettent de récupérer soit des factures au format papier, soit directement des factures PDF ou d'EDI, d'ensuite extraire les informations nécessaires à son traitement dans l'ERP, d'éventuellement enrichir ou de faire un premier rapprochement, notamment avec la liste des sociétés que vous avez dans votre ERP, dans votre CRM. Et ensuite, quand on descend dans le volet Orange, via un outil qu'on appelle le Data Hub dans l'ERP d'Ivalto, une intégration, un rapprochement achat ou écriture comptable, l'enregistrement comptable, éventuellement différents workflows de validation, comme la validation du paiement, du lettrage, la piste d'audit fiable, etc., etc. Et je vous ai mis en violet un partenaire, par exemple, d'archivage qui peut être le même que le bleu, ou un autre partenaire qui permettra de faire la conservation légale de ces factures. Ça, typiquement, c'est quelque chose que vous pouvez déjà mettre en place avec un certain nombre d'acteurs, dont Use, dont on vous a régulièrement parlé, qui était jusque-là un acteur de la facture fournisseur, de la facture entrante, et qui, depuis peu, maintenant, a basculé dans le monde également PDP, donc la facture sortante, en plus. Si je vous montre le schéma dans l'autre sens, donc la facture sortante pour le coup, donc les factures clients, donc ça commence dans l'ERP, la partie orange, on génère la facture via un système au niveau de l'impression de la facture, on sait générer une facture au format PDF et appeler un système de signature, donc de dématérialisation de facture client, qui va permettre la signature des PDF, mais également leur horodatage et également l'envoi. Sachant que certains de ces systèmes-là font même de la mise sous pli, c'est-à-dire qu'ils vont rematérialiser la facture pour certains de vos clients où vous voulez envoyer au format papier, ou la mise à disposition directement dans un portail. Et là, comme tout à l'heure, la capacité aussi de faire de l'archivage légal derrière et de mettre à disposition tout ça sur un portail. Voilà, donc un autre exemple de partenaire avec qui on travaille depuis des années sur justement les factures clients, c'est Dokun qui propose ce type de solution. Je continue, là on va être sur la roadmap d'Ivalto pour le coup. Donc nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la réforme de la facturation électronique. On a d'abord travaillé sur un choix de format de facture électronique. Donc je vous rappelle, il y avait 3 formats tout à l'heure, UBL, C2I qui sont XML et Facturix qui est PDF plus XML. Et donc nous, on a fait le choix de ce Facturix puisqu'il est directement lisible et il a aussi la capacité d'emporter toutes les métadonnées au format XML, c'est-à-dire qu'il profite, on va dire, le bénéfice des deux, le PDF et les données en XML. Donc là, on a implémenté Facturix à la fois en lecture et en écriture dans notre système, donc être capable d'émettre les factures au format Facturix, mais également de lire des Facturix pour les intégrer dans l'ERP. Ensuite, on a travaillé sur la partie e-reporting. Vous vous rappelez les cases grises que je vous avais expliquées tout au début de cette présentation. Donc là, notamment, être capable d'extraire un certain nombre d'éléments qui sont demandés par l'administration fiscale. Et vous voyez, les zones bleues, ça va être les zones où on va travailler plus étroitement avec les PDP, notamment travailler sur la communication avec les PDP, et ensuite démarrer la phase pilote dont Christophe vous a parlé,
au 1er janvier 2026. Donc, vous voyez ici aussi que je vous ai mis des dates de sortie. Donc, on va dire la prise en charge de Facturix, la première prise en charge de Facturix globale en entrant et sortant, ça a été dans la 10-11 en novembre 2023. On a continué à améliorer ça dans la 10-12 et on a introduit la partie e-reporting. Et maintenant, pour la 10-13, on est plutôt sur finaliser la partie e-reporting et la communication avec les PDP. Ouais, pour aller vite, j'enchaîne, hein, Christophe. Je vous ai remis aussi d'ailleurs sur ce schéma-là la partie des dates 1er septembre 2026 pour la réception pour tous et l'émission pour les grands comptes et les ETI. Donc vous voyez qu'en fait, quand même, la roadmap est assez tendue, que ce soit la roadmap de l'État, la roadmap des PDP et la roadmap de Divalto sur le sujet. Et vous avez bien vu que tout à l'heure, les dates ne bougeront plus maintenant. Alors, faut-il une PDP? Je vous ai un peu répondu tout à l'heure. Oui, la réglementation impose de passer par une PDP. On m'a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut avoir plusieurs PDP, notamment une PDP entrant et une PDP sortant? Oui, vous pouvez tout à fait avoir plusieurs PDP. Faut en voir l'utilité. C'est pas uniquement pour des sens de flux. Vous pourriez par exemple dire que je veux une PDP pour mes frais généraux, pour récupérer en fait toutes les factures frais généraux et PDP très spécifiques pour mes clients ou pour les factures sur mes fournisseurs clés, selon ce que proposera en fait ces PDP en termes de services additionnels. Ils ont quelque part tous une obligation des mêmes services que je vous ai décrit tout à l'heure, mais ils vont fournir des services également additionnels. Et ils seront également, on m'a posé la question, oui, ce seront des plateformes payantes et elles ne seront pas toutes au même prix en fonction des services qu'elles vont proposer. D'ailleurs, à ce sujet-là, ne faites pas de choix intempestifs. En ce moment, il y a beaucoup de racolage, de gens qui vous disent qu'il faut à tout prix passer par mon système, il est opérationnel, etc. Sachez qu'aujourd'hui, aucune PDP en France, en tout cas, n'est opérationnelle puisque un certain nombre d'éléments, notamment le concentrateur, l'annuaire, etc., ils sont pas encore définitivement développés, validés. Donc, tout ce qu'on peut vous promettre, c'est que ils seront conformes au 1er septembre. Mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent. Nous-mêmes, quand on pose des questions à des DGFiP ou à FNFE, il y a des questions qui tardent à venir puisqu'il y a encore des choses qui sont en cours de décision. Mais pour autant, il ne faut pas vous convaincre que ça ne se fera pas. Ça va se faire. Et de ce qu'on a compris, il y a une espèce de petit délai de 3 mois dans lesquels ils ont un peu de marge, ils pourraient décaler par rapport à la loi qui est en vigueur à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire de septembre, ils pourraient passer à fin 2026, mais ça ne sera pas au-delà pour la première étape. Je continue parce que j'ai vu des questions. Est-ce qu'on propose une PDP en particulier et est-ce que Divalto sera PDP? J'ai vu la question passer. Donc du coup, Divalto a fait le choix de ne pas être PDP elle-même et va s'associer à une PDP du marché. Donc je ne vous révélerai pas le nom aujourd'hui. Ça sera une offre préférentielle et packagée qu'on vous annoncera quelque part autour de septembre, octobre de cette année. Quelque part, il y a encore un certain nombre de choses en cours de validation avec la PDP qu'on va choisir. Vous allez bénéficier de nombreux avantages en prenant cette solution qui sera revendue par Divalto. Notamment, ça sera un acteur reconnu sur le marché depuis plusieurs années sur la dématérialisation de la facture. Il y aura un tarif qui sera avantageux puisqu'il sera négocié pour l'ensemble de nos clients. Donc, on aura une espèce d'effet de volume de facture qui fera que le coût sera beaucoup plus bas que si vous veniez à contractualiser vous en direct avec cet acteur ou un acteur confrère. Ça sera une souscription directe auprès de votre partenaire Divalto, le même partenaire qui gère actuellement votre dossier ERP, auprès duquel vous achetez vos options, vos licences ou votre SaaS ERP. Il y aura une maintenance des deux éditeurs, un déploiement qui sera accéléré, un connecteur qui sera natif entre les deux solutions, l'ERP et cette solution PDP. Et ça sera compatible avec nos offres SaaS et on-premise. D'accord ?
Donc, vous pouvez continuer à me demander si ça sera un tel ou un tel. Je vous répondrai pas de toute façon au niveau des questions. Pourquoi attendre T4? Parce que là encore, nous, on a besoin d'être rassurés sur un certain nombre de choses et on entend encore des choses au niveau de l'État, des questions qu'on a posées où on n'a pas encore eu de réponse pour tuner au mieux cette offre qui vous sera proposée. Alors, je voulais vous rappeler un élément essentiel, c'est que vous le savez très bien, au niveau de l'ERP, il y a différentes versions de l'ERP et on vous pousse à mettre à jour votre solution au fur et à mesure. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a travaillé à partir de la version 10.11. Donc là, je vais vous pousser un nouveau sondage, je vous publie ce sondage-là. La question, c'est dans quelle version d'ERP vous êtes. Donc, je vous laisse répondre à cette question-là. On verra qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont dans des anciennes versions, des très anciennes versions. Je parle notamment des générations 6 et 7, hein, qui ont pour certaines même plus de 10 ans. Hein. Et je vais vous expliquer ensuite, par rapport à cette version-là, comment on va se positionner. Ok, je vais attendre qu'on dépasse la centaine de votes, au moins. D'accord. Donc quand même, en grande majorité, si je prends les gens qui sont à partir de la 17, qui est une version quand même encore sous maintenance, on a plus de 60% qui sont au-delà de la 17. Justement, je vous ai fait un tableau de la réponse de Divalto par rapport aux différentes versions. Alors là, il va falloir me suivre parce que il y a pas mal d'éléments sur ce tableau-là. Première chose, vous voyez dans la colonne de gauche la version de l'ERP. Donc, je vous ai mis en différentes couleurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de la version 10.11, 10.12 et bientôt la 10.13 qui sort cette année. Eh ben, vous allez avoir une prise en charge qui sera standard par Divalto. Nous, on appelle ça du natif RFE, hein, quelque part. Donc, l'idée, c'est que on prend en charge le format FactureX, les éléments de normes, hein, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments normés à respecter dans le cadre de cette réforme. Également, ce que vous voyez en bleu, des outils d'automatisation, de dialogue notamment avec les PDP ou de récupération de la mise à jour des statuts des factures qui auront été transmis par des PDP. Et vous voyez sur la même ligne que ces versions-là, à partir de la 10.11, sont éligibles à l'offre Divalto via une PDP. Ce sera un abonnement. Autre chose aussi, un plus dans le carré bleu, vous voyez qu'en SaaS, l'offre sera encore plus avantageuse et encore plus simple à activer puisque ça sera pré-packagé, on va dire préinstallé pour nos clients qui sont dans le SaaS et on va négocier un prix qui sera encore plus avantageux pour les clients qui sont dans le SaaS. Mais bien évidemment, quand je parle de la 10.11, 10.12 et bientôt 10.13, là, je parle indifféremment nos clients qui sont en licence, en location ou en mode SaaS. Ensuite, pour des versions qui sont encore sous maintenance, donc 17 jusqu'à 10.10, on va proposer une offre pack RFE qui sera une offre payante qui permettra une prise en charge, on va dire, un peu plus limitée de la réforme de la facture électronique, mais qui nous permettra de passer la réforme de la facture électronique, notamment la prise en charge du FactureX et de l'e-reporting. Vous serez également éligible à l'offre Divalto via PDP. Donc ça vous demandera une installation et une prise en charge de votre partenaire intégrateur qui vous suit, qui récupérera ce pack, vous lui passez commande, il vous l'installera, il pourra le configurer ensemble. Ensuite, pour les versions qui sont plus anciennes et qui sont plus sous maintenance, donc le 10.3 jusqu'à la 10.8, donc la 10.8 était un peu particulière parce qu'elle a été valide que juste une année. On est en cours d'étude pour fournir un pack RFE que j'ai appelé pack RFE-, qui est un format plus limité que le pack RFE qu'on a mis à partir de la 17. Et cette 18, oui, on pose la question, cette 18, elle était valable, c'était une solution métier, et dès le départ, on avait annoncé, lorsque les clients s'installaient là-dessus, que c'était une version qui était valide juste 12 mois, hein, et dont la maintenance était extrêmement limitée. Donc, c'est juste pour vous donner cette information-là. Donc, c'est à l'étude, on ne peut rien vous garantir à l'heure actuelle. On communiquera en même temps que l'offre PDP
en septembre-octobre de cette année pour vous dire si ce pack est à disposition ou pas. Et en dessous de la 10.3, là par contre, vous voyez la ligne complètement en noir, il n'y aura aucune prise en charge par Dibalto directement. Il faudra voir avec la PDP et avec votre partenaire intégrateur à vous mettre en conformité avec la réforme. Donc ça, c'est tout à fait possible, hein, puisque des PDP nous ont dit, nous, quelque part, on s'est communiqué avec n'importe quel type de RP, même des ERP qui n'ont rien fait en termes d'e-reporting ou qui ne prennent en charge aucune des formats de facture type C2I, UBL et FactureX. Nous, on sait les générer à partir d'un certain nombre de données que nous donnerait le RP ou même une facture brute PDF. On les transforme et on gère tout ça derrière. Ben donc justement, vous êtes dans ce cas-là si vous êtes dans une version non maintenue. Attention, tout ça est encore soumis à bouger, puisqu'on a beaucoup de questions qui sont encore ouvertes auprès de la DGFiP, et notamment la ligne qui est rouge, là, que j'ai mis entre parenthèses. On a beaucoup d'incertitudes à ce sujet-là pour vous fournir un pack RFE moins. Oui, alors sur les versions 10.11, 10.12, 10.13, effectivement, il y aura des services packs qui seront dédiés pour faire des mises à jour, puisque nous, on continue à faire évoluer le système. Il y aura des petites différences entre la 10.11 et la 10.12. La 10.12 aura un périmètre un peu plus large, surtout au niveau de l'automatisation, on va dire, des choses. Notamment si, par exemple, vous faites le choix d'avoir plusieurs PDP. On sait déjà que nous, dans la 10.11, on n'avait pas prévu le cas d'avoir plusieurs PDP, on dialoguait avec une seule PDP. On va être capable de prendre en charge des multi-PDP. Il y a des petits éléments comme ça qui sont spécifiques à ces versions-là. On essaiera le plus possible dans ces versions 10.11, 10.12 à redescendre les informations, les fonctionnalités par service pack. Peut-on considérer qu'à partir de la version 17, on sera techniquement conforme à la RFE? Oui, en installant ce pack RFE, en faisant le paramétrage, vous pourrez être conforme à la RFE par rapport à ce qu'on connaît de la RFE, c'est-à-dire le 1er septembre 2026 et le 1er septembre 2027. Si en 2030, ils sortent des choses un peu plus avancées encore en termes d'exigences et d'obligations, là, il y aura encore d'autres choses à faire évoluer. Mais oui, la réponse est oui. Je continue. Alors, les fonctionnalités déjà disponibles dans l'ERP, c'est là que Christophe doit nous faire une démonstration. Je touche du bois pour l'instant. Notre 4G continue à fonctionner. On voulait vous montrer justement ce qu'est la FactureX dans deux exemples, en émission et en réception. Donc, je ne sais pas si tu peux repartager ton écran, Christophe. Pendant que tu fais ça, je vais vous pousser un nouveau sondage, puisque vous avez peut-être, vous, déjà été démarché par des PDP. Donc, je publie ce sondage-là. Est-ce que vous travaillez déjà avec une PDP ou est-ce que vous avez déjà signé avec une PDP et que vous êtes en cours de déploiement, hein? Si oui, laquelle? Donc, la première ligne, c'est non, pas encore. Sinon, je vous ai listé un certain nombre de PDP. Alors, j'aurais pu vous lister les 80, mais le formulaire a été extrêmement long. Et si c'est oui et que c'est une autre que celles qui sont listées, n'hésitez pas à cocher la case oui, une autre non listée et à pousser via le formulaire question la PDP que vous avez choisie. Est-ce que mon écran est partagé? Oui, on voit ton écran, il est juste derrière. D'accord, donc c'est bon. Donc rapide. Je vais répondre juste, oui, pardon, on est à plus de 80%, non, pas encore. Et il y a quelques réponses oui, mais c'est très très light. D'accord. Donc, pour la partie démonstration, je propose ça de faire cela en deux phases, découper ça sur, on va dire, la partie émission, donc qui va arriver pour la plupart de nos clients au 1er septembre 2027. Finalement, au niveau de vos process, ça va pas forcément changer parce que vous allez continuer par passer par vos process actuels, sauf qu'il y a un certain nombre de paramétrages qui se rajoutent que je ne vais pas forcément détailler ici dans la partie démonstration, mais dans un premier cas, ce que j'ai fait là pour la démonstration, j'ai une société qui émet des factures, qui est la société des artisans boulangers, et puis j'ai la société Papyrus qui, elle, va réceptionner
des factures. Donc, tout simplement pour vous montrer qu'effectivement, ici, j'ai une facture que j'ai déjà imprimée et au moment de l'impression, on va générer ici la facture X. La facture X, comme Christian l'a indiqué, sa particularité, c'est qu'effectivement, c'est un mode mixte, c'est-à-dire que j'ai et le côté lisible et le côté structuré de la facture qui se trouve ici juste à côté. Tout ça, c'est compris dans le PDF. C'est pas deux fichiers à part. Il faut voir ça dans un même PDF. Je me retrouve ici avec l'ensemble des éléments. C'est simplement un paramétrage type facture X pour y mentionner toutes les données obligatoires, mais bon, ça pourrait être un autre format également. Juste pour vous montrer le côté structuré, j'ai pris une facture X qu'on a générée ici avec mon Acrobat Reader pour montrer donc ce fameux flux XML qui est rattaché, qui est donc intégré dans la partie PDF. Si je l'ouvre, pour vous montrer qu'effectivement, ici, on va se trouver, on va avoir ici toute la donnée structurée. Alors, ce qui est important de comprendre, sans pour autant rentrer dans le détail, mais c'est qu'on va retrouver les données d'en-tête, mais également les données lignes. Ça, c'est important de le noter, parce qu'on retrouve les données lignes et les données de pied, ce qui permet d'avoir l'entièreté de la facture sous forme d'une structure, donc qui est ici le format facture X. Donc ça, c'était pour la partie émission. Je vais juste fermer cette partie-là aussi. Je vais en profiter ici. Hop, ça, j'en ai plus besoin, mais de me connecter. Donc cette fois-ci sur l'entreprise qui va réceptionner. Hop, juste changer de société. Voilà. Je vais me connecter sur cette société-là. Pour vous montrer maintenant le flux entrant. Donc, cette fois-ci, on se positionne sur la partie réception. Donc là, on passe, comme vous l'a expliqué Christian tout à l'heure, c'est pas nouveau pour nous du tout cette partie dématérialisation du flux entrant. On va passer par les outils classiques et le simple fait de poser quelque part à un endroit la facture X va permettre de l'intégrer donc via le Data Hub. Et pour vous, utilisateurs, alors, bien évidemment, il y a un ensemble de paramétrages qui sont à mettre en place, mais pour vous, ça peut être complètement transparent. Et puis finalement, on va avoir, j'allais dire, deux destinations possibles par rapport à un flux entrant, de dire, j'ai par exemple des frais généraux. Pour les frais généraux, je ne passe pas par le flux achat. Donc, je vais donc générer directement à partir de ma facture l'écriture. En tout cas, on passe par des écritures en attente, et c'est ce que je peux vous visualisez ici, c'est-à-dire que dans ce cas-là, je peux me retrouver ici avec ce type d'écran qui va me permettre ici de visualiser. Alors tout ça, encore une fois, ça reste paramétrable, mais de dire à un moment donné, lorsque j'ai un flux entrant de frais généraux, je prépare une écriture en attente que je soumets à un visa. Et puis finalement, là, je suis dans ce traitement de visa des écritures qui sont en attente, qui me permet d'une part de visualiser l'écriture en attente qui a été générée. Alors, elle n'est pas encore en comptabilité, elle est bien dans un SaaS à part, et donc qui permet de voir ce qu'on va générer. Et donc, à côté de cette écriture-là, donc si je reviens sur ce visa des écritures en attente, je peux voir ici le PDF associé. Alors, je vais tenter ici une manipulation une fois que j'ai le PDF. Voilà, donc je vais avoir l'image du PDF. Donc ça, c'est ma facture X qui est rentrée. Je retrouve dans cette facture, vous voyez, le fameux flux XML correspondant et la partie lisible qui a été adressée à la société Papyrus, en l'occurrence ici. Je vais juste tenter ici, voilà, le déplacer et le déplacer vers une autre fenêtre. Je vais prendre cette fenêtre-là. Comme je suis sur mon portable, mais juste vous montrer en double écran ce que ça peut donner ici si j'avais deux écrans. Alors bien sûr, là, j'ai une vision un peu écourtée. Voilà, j'ai pas forcément toutes les infos, mais imaginez ça sur deux écrans chez vous. J'ai d'un côté mes écritures en attente et de l'autre côté l'image de ma facture X.
avec son flux XML pour pouvoir dire est-ce que mes éléments, mes écritures qui ont été positionnées là correspondent bien au total. Si je veux voir le détail, comme tout à l'heure, je peux passer dans le détail. Et si c'est OK, je peux venir ici viser simplement cette facture pour que mon flux continue. C'est-à-dire que si je vise cette facture-là, du coup, on va générer l'écriture comptable, cette fois-ci directement dans la comptabilité. Donc ça, c'est un premier flux, on va dire plus généralement utilisé pour les frais généraux. On peut avoir un deuxième type de flux, ça c'est plutôt pour les achats classiques. Je vais reprendre cette fois-ci, on a fait l'équivalent, où cette fois-ci, on va faire du rapprochement de bons de réception par rapport à la facture fournisseur, à la dématérialisation, donc à ma facture X qui va arriver. Pour cette fois-ci, faire ces deux liens-là. Je ne voulais pas prendre celui-ci, pardon, mais je voulais prendre d'abord le visa, contrôle facture fournisseur. Je reste sur ce visuel des deux éléments. Je ne suis pas sûr que là, il se connecte d'office sur celui-ci. Ouais, il faut que je le ferme parce qu'il était connecté à l'autre. Donc, je vais refaire ici, hop, changer, je vais refaire la manipulation tout à l'heure. Donc là aussi, cette fois-ci, c'est le système lui-même, s'il le peut, il va rapprocher ma facture fournisseur de bons de réception que j'ai pu saisir dans mon ERP. Donc, je vais refaire juste la même manipulation rapidement. Je vais me déplacer vers une autre fenêtre. Je vais prendre cet élément-là, voilà, le coller par là, voilà, pour que j'ai les deux écrans en parallèle. Donc là, j'ai l'ensemble des rapprochements. Donc là, j'ai ma facture fournisseur avec un BL que je vois ici, un total BL et puis un total TTC. Si je prends le rapprochement qui a été effectué, je peux voir par rapport à ça. Donc rapprochement automatique ou manuel selon le cas, et si effectivement le système n'a pas pu le réaliser. Alors, je vais juste essayer. Voilà, j'ai plus l'élément, je peux le rabattre, mais en tout cas ici le rapprochement a été fait avec le BL qu'on retrouve là. D'ailleurs, on retrouve le même numéro de BL ici. Donc ça, c'est un rapprochement qui a été réalisé. Donc là, comme tout à l'heure, je vais pouvoir viser ma facture si je le souhaite, donc à partir de cet écran-là. Donc ça me permet de voir les rapprochements qui ont pu être effectués, d'autres qui n'ont pas du tout pu être faits, ou là, de toute façon, ça va demander à une action manuelle. Donc ça, simplement poser ici un visa pour que, effectivement, derrière, on passe à l'étape suivante qui peut être l'intégration comptable. Et juste pour vous montrer, pour finir avec cette partie démonstration, je vais, cette fois-ci, alors on va agrandir complètement cette partie-là. Donc, pour me retrouver dans le cœur du réacteur qui est le Data Hub, donc qui lui permet notamment de faire ces rapprochements-là. Donc là, j'ai notamment donc des écritures de frais généraux qui ont été passées. Donc par ce biais-là, dans cet outil-là, on va retrouver la piste d'audit fiable. Alors bien sûr, je l'ai aussi à partir de la comptabilité ou à partir de la gestion des achats, mais dans ce superviseur de facture fournisseur ici, j'ai ici la piste d'audit fiable qui me permet de visualiser et de voir les différentes étapes par lesquelles je suis passé. Donc, il y a eu le premier état qui était la réception de la facture X. Ensuite, il y a eu la génération de l'écriture. L'écriture a été visée et puis l'écriture comptable a été générée. Et je vais retrouver la même chose finalement ici sur un élément cette fois-ci où j'ai eu un rapprochement avec des bons de réception. Si je prends par exemple des éléments qui ont été périmés, donc qui sont arrivés au dernier statut intégré en comptabilité, là aussi, je vais aller retrouver ma piste d'audit fiable avec les différents éléments, un peu comme tout à l'heure. J'ai la création de mon dataset, j'ai ici l'entête de contrôle qui a pu être fait, j'ai peut-être fait des modifications, ensuite il y a eu la validation de facture et la génération de l'écriture comptable. Donc à partir de là, je prends par exemple ici cette loupe-là, donc ça c'est la facture qui a été générée côté ERP à partir de la facture X, et en validant les différentes réceptions, c'est ce que je vais retrouver ici sur cet écran-là. Et de là, je peux aussi, naturellement, comme vous pouvez déjà le faire dès à présent, voir l'écriture comptable qui a été générée. Donc
là, on a rapproché la facture X et on peut ici visualiser l'écriture qui a été générée. Et bien évidemment, soit sur l'écriture en attente et l'écriture comptable, on retrouvera comme fichier joint l'image de la facture électronique qu'on aura reçue. Et si je passe par un rapprochement cette fois-ci, dans mes fichiers joints de ma facture, donc de ma facture d'achat, je retrouve là aussi le lien directement vers ma facture X qui m'a permis de faire ce rapprochement-là. Voilà ce que je voulais démontrer rapidement sur ces deux flux. Bien évidemment, à partir de la 10.12, on a aussi commencé à travailler la partie reporting. Alors, c'est moins démonstratif parce que c'est souvent des éléments qu'on va pouvoir lancer de manière batch, à intervalles réguliers, tous les jours, toutes les demi-journées, toutes les semaines, pour pouvoir générer tous les e-reporting, parce qu'on a effectivement vu qu'il y avait différents types d'e-reporting, un e-reporting de paiement, il y a un e-reporting pour tout ce qui est activité B2C, et un e-reporting pour tout ce qui est activité à l'international. Donc ça va être généré par rapport à ces outils qu'on a mis en place, cette fois-ci côté comptable, parce qu'on s'appuie sur les éléments comptables pour pouvoir générer les différents types d'e-reporting. Donc voilà, moi j'en ai terminé avec la partie de démonstration. Ouais, alors attends, je vais faire une manip pour repartager l'écran. Ouais. Je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps. Oui, il y a des questions, je vais te les poser. Je vais juste remettre le slide. Hop. Alors, j'en profite juste. Bon, il y a eu des questions. On dépasse midi. Ouais, évidemment, il y a eu une coupure qui nous a coupé un peu de temps, mais on est quasiment à la fin de la présentation. Juste le temps que je réponde aux questions, je vous publie un dernier sondage. Si vous savez déjà votre volume de facture totale, alors en émission et en réception sur l'ensemble des entreprises de votre société, de votre groupe. À soumettre cette partie-là. Peut-être que vous connaissez l'information. Il y a eu une question, Christophe, notamment des entreprises qui voudraient faire le rapprochement directement de la facture avec la commande et pas passer par le BL parce qu'ils n'ont pas eu le BL entre-temps. Ça peut se faire aussi, mais du coup, là, on va plutôt être sur du rapprochement manuel parce que on attend quand même le bon de réception qui valide le fait que soit le service a été rendu, soit la marchandise a été réceptionnée. D'accord. Alors après, je vais juste relire. J'avais vu une autre question qui était intéressante. Hop, avant. Alors, bien sûr, juste pour compléter ma réponse. En tout cas, pour rapprocher le bon de réception ou la commande, on peut s'appuyer soit sur le numéro de BL du fournisseur, soit sur le numéro de commande du fournisseur. Ça, c'est deux éléments. Ces deux critères permettent de rapprocher les éléments. Mais du coup, on recherchera les bons de réception issus de ce bon de commande. Très bien. Bon, de toute façon, si vous avez moindre question, discutez-en avec votre partenaire intégrateur. On leur a fait la même présentation la semaine dernière, très détaillée. Alors bien sûr, ils ont moins d'informations que nous, puisque pour l'instant, ils n'ont pas encore déployé tout ça, puisque les PDP ne sont pas prêts, l'État n'est pas encore complètement prêt là-dessus. Il y avait une question qui me semblait intéressante aussi, c'était est-ce que l'archivage légal est compris ou est-ce qu'il faut le prendre à part? Dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, il était à part, mais là, les PDP vont assurer ce service-là, la plupart vont assurer ce service-là d'archivage légal également dans le système, ainsi que du portail ou un certain nombre de choses directement dans le système. Pour le webinaire qui avait eu lieu la dernière fois, qui était un peu plus détaillé, je vais vous mettre le QR code. Là, je vous passe juste quelques éléments de normes et quelques cas d'usage qui ont été traités. Ça aussi, c'est important. Peut-être faites une capture d'écran de cette partie-là. Vous le reverrez dans le replay. Je vais juste masquer là, je vois. Parce qu'il y a des cas qu'on a, nous, pas encore traités dans le RP ou qu'on se dit qu'on ne va pas le traiter parce que nos clients, en général, ne gèrent pas cette partie-là. Donc là aussi, si vous êtes dans des cas qui sont sur la partie de droit, signalez-le nous.
tout un tas de tables liées à la norme 16 931 qui est liée à la réforme. Ces schémas-là, je les passe, mais donc le système d'envoi de PDP vers l'ERP, il y a eu une question, si c'est du CDI ou de l'UBL, comment ça marche? En fait, c'est la PDP qui a l'obligation légale de vous le retransformer en facture X, puisqu'ils sont censés, eux, dialoguer dans les 3 formats. Donc, si vous faites un choix de PDP en ce moment, assurez-vous que cette PDP sait transformer les différents formats pour qu'ensuite, il les pousse en facture X à notre ERP. Je continue, ça c'était le schéma dans le sens inverse. Là, c'est la démo de Christophe sur l'e-reporting. Vous aurez ces slides-là. Le schéma sur la partie e-reporting, donc c'est bien nous, l'ERP, qui génère l'e-reporting. On sait que certaines PDP, eux, veulent générer l'e-reporting à partir des factures, mais on se pose encore pas mal de questions de comment c'est possible, tellement il y a de cas particuliers. Donc, nous, on a pris en charge tous ces développements-là. Je continue. Des outils de mise à jour et d'import de ces normes, dont je vous parlais tout à l'heure. Un autre outil, c'est l'outil de vérification Siret. Et il y a eu une question qui était extrêmement intéressante sur les points de vente, notamment pour les ventes de comptoir, où là également, les factures vont devoir être, si c'est une entreprise et du B2B, vous allez devoir passer par ce système de facturation. C'est pas parce qu'il vient chez vous que vous lui laissez la facture, vous n'êtes pas censé passer et suivre la réforme et transmettre la facture au format électronique. Et bien sûr, il va falloir sirétiser toute votre base. Il y a un certain nombre d'éléments obligatoires supplémentaires qui apparaissent maintenant sur la facture. On m'a posé la question, est-ce que ces infos-là, vous les avez quelque part? Oui, on l'a dans la documentation. Si vous allez sur le portail doc.divalto.com. Et puis, juste pour finir, nos conseils. Donc là, les principaux conseils, c'est ce que je viens juste de dire. Complétez dès à présent les informations de votre base. On a encore beaucoup de clients où il n'y a pas les infos de Siret, TVA, Intracom sur les fiches. Bien analyser aussi votre périmètre. Est-ce que vous faites du B2C, du B2B, du B2J? Donc, intéressez-vous à la norme et notamment le QR code que je vous avais envoyé. Il y a pas mal de réponses qui sont déjà disponibles là. On parlait des points de vente, des factures d'acompte notamment aussi, qui sont des choses un peu particulières. C'est aussi l'occasion pour vous de par à plat vos processus. Donc, si toutes les factures arrivaient dans différentes agences, la validation était un peu faite au format papier, etc., par des bannettes qui circulaient. Là, c'est l'occasion en fait de revoir tous ces principes-là en interne pour bénéficier des réductions des coûts de traitement de ces factures en même temps. Donc là, c'était juste pour dire, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Je vais continuer à voir les questions. On me demandait le replay, donc le replay de la précédente présentation qui avait eu lieu en décembre. Si vous lisez ce QR code, vous allez tomber directement sur les replays YouTube. C'est également à cet endroit-là qu'on publiera le replay d'aujourd'hui. Donc sur YouTube, vous pourrez revoir tout ça. On vous enverra aussi un petit questionnaire pour obtenir le support après. Oui, alors là, il y a une question qui est super précise. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relire toutes vos questions auxquelles on n'a pas répondu. S'il y en a certaines de très précises, comme on a vos emails, on y répondra directement. Mais sinon, revenez vers votre partenaire intégrateur, posez-lui les questions. S'il ne sait pas répondre, il va revenir vers nous pour avoir les réponses. Toc, toc, toc. Oui, non, en fait, si je relis rapidement les questions que je vois. Donc, j'ai bien lu le commentaire sur la partie DomTom avec les particularités. Ça, effectivement, faut qu'on en discute ensemble. Oui, le lien entre les établissements et les SIRET. Donc, en fait, c'est bien sur l'ensemble de vos clients qu'il faut avoir sirétisé. Oui. Et alors, si la question c'est oui, les SIRET, il faut aussi les mettre sur les dossiers parce que là, tout à l'heure, je vous ai pas montré la mécanique, mais le fait que ma facture s'intègre sur le dossier Papyrus, c'est qu'effectivement, il a trouvé l'équivalent dans la facture X, en tout cas un SIRET correspondant à cette société-là, ou à un établissement, si effectivement je suis dans un découpage société-établissement. Donc, on parcourt l'ensemble de ces éléments pour déterminer la société qui doit réceptionner cette facture-là, la société établissement qui doit réceptionner cette facture.
Ouais, d'ailleurs, il y a eu des questions sur est-ce qu'il y aura des différences entre la 10.11, 10.12, 10.13. Oui, bien évidemment, on fait évoluer en fait ce qu'on met en place, et c'est plutôt des évolutions en termes d'automatisation, comme on vient de voir là, donc les capacités de routage, d'éviter de faire des actions manuelles. Ça, c'est plutôt les choses qu'on réalise. Tout ce qui est lié vraiment à la réglementation, ça, par contre, on redescend en service pack pour mettre à jour sur les trois versions 10.11, 10.12 et 10.13, et ça sera présent aussi dans le pack RFE qu'on fournira à partir de la version 17. Myriam, j'ai bien vu votre question là sur le refus des numéros de SIRET, ça faut le voir avec votre partenaire intégrateur. Il y avait aussi des questions de Guillaume. Guillaume, je te propose que tu nous fasses un petit mail avec l'ensemble des questions, parce que tu en as eu des très très précises. Et là, je peux pas y répondre comme ça, puis je veux pas prolonger non plus d'un quart d'heure le webinaire. Donc, réponds-moi en envoyant un email. J'espère qu'il n'y a pas eu plusieurs Guillaume qui m'ont envoyé des mails. Et je pense que le Guillaume en question, on se connaît, donc il se reconnaîtra. Voilà, donc on va mettre fin à ce webinaire. Encore toutes nos excuses pour la coupure. Autre chose aussi, pour être au courant de tous ces webinaires-là, des rencontres clients, des informations qu'on fait circuler, sachez qu'on a développé une application mobile qu'on a mis à disposition, qui est disponible sur iPhone et également sur Android. Vous pouvez juste lire le QR code qui est là. Ça ne collecte aucune donnée personnelle. Vous récupérez toutes nos informations qui sont d'ailleurs présentes sur notre site web par ailleurs. Et c'est un canal plus rapide pour obtenir toutes ces informations-là, avoir un lien direct vers le tableau des versions maintenues, avoir un lien direct vers l'outil qui suit les statuts de notre plateforme SaaS. Donc, on va le faire évoluer comme ça, cet outil-là, au fur et à mesure, pour vous pousser de plus en plus d'informations, pour vous envoyer de plus en plus d'informations. Ouais, il y a d'autres éléments. Nous, on n'a pas trop fait le focus sur la partie e-reporting, mais il y a des choses liées à la caisse, il y a des choses. Enfin, là, il y a pas mal de détails. Hein. Oui, il y a du détail, mais je veux dire en tout cas pour l'utilisateur, c'est transparent. C'est-à-dire qu'il y a du paramétrage qui est à faire, mais l'e-reporting, comme j'ai pu l'indiquer, je le sors et il va sortir les différentes parties. Donc, effectivement, si vous avez du point de vente et que vous faites du particulier, donc du B2C, oui, bien sûr, dans le cadre de l'e-reporting, il y a le volet, il y a la déclaration B2C qui va sortir et qu'on va envoyer à la partie PDP et qui se chargera, elle, de l'envoyer au concentrateur de données de l'État. Alors oui, tout ce qui est autour des points de vente et la saisie de ces SIRET, c'est important. Alors si vous bloquez en fait cette saisie-là au niveau du comptoir, quelque part, vu que c'est une information qui va être obligatoire à collecter, je pense que vous allez être obligé de pré-sirétiser ou d'éviter d'avoir un espèce de compte générique sur lequel vous enregistrez toutes les factures. Ce sera plus possible pour du client professionnel, non. Pour du client particulier, on n'est pas obligé d'avoir le détail. Donc là-bas, c'est moins grave. Il n'y a pas besoin de SIRET parce que pour eux, il n'y a pas besoin d'émettre. Il n'y aura pas d'émission de la facture X ou de la facture électronique pour le particulier. Et je vais répondre à une dernière petite question. On me disait, tiens, on est en train d'étudier la migration en 10.12, on va plutôt attendre la 10.13. En fait, là, il n'y a pas de grand intérêt à attendre la 10.13 parce que l'essentiel sera dans la 10.12 et surtout par rapport au cycle de vie de produit. Là, la 10.12 qui est sortie actuellement est en release candidate et va passer d'ici mai-juin en release, donc dans une version stabilisée qui aura été mise en œuvre plusieurs fois par des clients, alors que la 10.13 sortira fin d'année en novembre dans une release candidate. Donc c'est préférable, alors toujours lorsque vous faites une migration, d'être sur la toute dernière version, mais par contre vous pouvez très bien choisir d'être sur la version qui est elle déjà stable et qui a déjà eu je crois 2-3 service packs la 10.12 de mémoire, donc vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus stable, et en termes de réforme entre la 10.12 et la 10.13, il n'y aura pas grand chose de différence. Voilà. Je vais arrêter là, donc, du coup, le webinaire.
Je vous remercie d'avoir été extrêmement nombreux. On n'attendra pas 3 mois pour un prochain webinaire. Là, il s'est passé pas mal de temps. Je pense qu'on va en faire très régulièrement, quasiment tous les 2 mois. Donc, on pourra vous réinviter également à des choses qui seront peut-être des focus où on ira plus en détail sur l'une ou l'autre de ces fonctionnalités qui vous ont été présentées. Merci d'avoir répondu à tous les sondages. Merci Christophe pour ta démonstration et ta participation et surtout ton engagement, puisque je sais que tu es présent dans tous ces comités-là. Et à très bientôt pour d'autres webinaires avec Divalto. Bon appétit. Au revoir tout le monde.